brillant travail d'ingénieur. Tout a été sacrifié à l'essence, à commencer par la visibilité. L'énorme réservoir empêche le pilote de voir devant lui. « Ça ne fait rien, dit Lindbergh, je me pencherai par la portière. » Un dernier clin d'œil à maman et il se place en bout de piste pour vérifier le bon fonctionnement de son moteur, le Wright Whirlwind, lui aussi une grande réussite. Nous sommes le 20 mai 1927, il est exactement 7h52. Comme Fonck, Lindbergh, très lourd en essence, a du mal à décoller. Le terrain est détrempé par la pluie. Lindbergh tente désespérément de passer les lignes téléphoniques tout au bout du terrain. L'analyse image par image des photos et des films fera apparaître qu'il est passé de quelques centimètres. Le vol, lui, fait penser à ce livre célèbre « Dieu est mon copilote ». Ici, Dieu était plutôt le pilote. Comment Lindbergh a-t-il pu survivre, seul ? Non seulement il lutte contre le sommeil et la fatigue pendant 33 heures, mais aussi contre la glace qui s'accumule sur ses ailes, le fait tomber jusqu'au ras des vagues, avec le brouillard et les orages qui le désorientent. C'est sans doute comme ça qu'ont dû mourir Nagesser et Colly. Lindbergh a tenu. Au bout des 5810 km à la moyenne de 173 km/h, il se pose au Bourget le 21 mai à 22h22 devant une foule déchaînée qui croit assister à un miracle. Ce sera vraiment l'exploit du siècle. Et ce qui le marquera le mieux en ce temps-là, c'est l'image de Louis Blériot venant embrasser Charles Lindbergh. L'aviation avait franchi une première étape avec Blériot. Avec Lindbergh, elle franchit la seconde. Lindbergh reste comme toujours étonnamment calme, comme détaché, quand il reçoit la Légion d'honneur. Quand il entreprend un véritable marathon, Bruxelles, Londres. Puis retour par Cherbourg vers l'Amérique, à bord du croiseur Memphis. C'est sa maman qui vient l'accueillir pour l'amener à une mémorable parade où les New-Yorkais lui jettent 1800 tonnes de confettis. Un record qui ne sera égalé 40 ans plus tard que pour Neil Armstrong, revenu de la Lune. Lindbergh avait lui aussi eu son petit mot historique. De mon voyage en France, en Belgique et en Angleterre, d'Europe, j'ai ramené ce message. Vous avez vu l'affection du peuple de France pour le peuple d'Amérique. Son exploit aura un impact prodigieux. Il va vendre l'aviation au monde. Voyager en avion devient soudain possible. Les aérogares sortent de terre, comme Croydon à Londres, le Bourget à Paris ou Tempelhof à Berlin.
Les passagers sont pesés avant les bagages, qui ont droit à une modeste charrette. On embarque sur un escabeau. On monte dans le Farman Goliath, appelé ainsi parce que cet avion géant de 5 tonnes transporte 12 passagers dans des fauteuils d'osier. Lindbergh est engagé comme directeur technique de la Transcontinental Air Transport, ancêtre de la TWA. Il continue, partout où il passe, à faire une énorme publicité pour le transport aérien. Les premiers passagers pour la Californie n'en croient pas leurs yeux. C'est Lindbergh. Son extraordinaire popularité va, paradoxalement, le briser. Il épouse une brillante aviatrice, Anne Morrow, mais leur premier enfant est kidnappé et tué. Il ne s'en remettra jamais. Il s'aigrit, se laisse aller à de mauvaises fréquentations, celles des nazis, dont il apprécie les idées. Revenu de Berlin, il prononce des discours impardonnables. Il se rachètera pendant la guerre et nous ne garderons de lui que ce souvenir de triomphe. Le Bourget, 1er septembre 1930. La foule des grands jours entoure un pilote d'exception, Dieudonné Coste, que sa femme bichonne avant l'exploit. Son avion, un Breguet, porte seulement un point d'interrogation car le financier de l'opération, le parfumeur Coty, a voulu rester discret. On murmure que Coste n'est pas en bon terme avec son navigateur, Maurice Bellonte. Aussi, lorsqu'après 37 heures de vol, ils atterrissent à New York, les actualités enregistrent une déclaration de Coste inattendue. Nous avons fait quelque chose, on peut bien, ici, devant les caméras, se donner la collab. Ces triomphes des années 30 sont aussi lourds de menaces. Les grands raids sont là pour démontrer que les nations qui peuvent les accomplir en ont les moyens industriels, donc militaires. Les régimes totalitaires étalent leur puissance dans les airs. Les actualités soviétiques montrent les faucons de Staline, qui craignaient surtout les dangereuses lubies du dictateur, comme de développer le parachutisme avec des avions inadaptés. Le deuxième tyran, c'était Hitler, arrivé au pouvoir en 1933 dans une Allemagne en plein redressement. La Lufthansa était déjà la première compagnie du monde, mais il fallait plus. Transporter des passagers en Amérique, ce dont aucun avion n'était encore capable. Hitler s'entêta dans une entreprise d'un autre âge, lancer sur l'Atlantique des dirigeables. Les Zeppelins. Des monstres de 300 mètres de long, la taille d'un paquebot, glissant dans le ciel à 100 km/h. Quel spectacle! Leur gigantesque enveloppe était gonflée à l'hydrogène, un gaz plus léger que l'air, mais inflammable et dangereux. Le 6 mai 1937, à l'arrivée à New York, le Hindenburg explosa avec ses malheureux passagers.
dont quelques-uns seulement réussirent pourtant à se sauver. C'était le plus grand des dirigeables et le dernier. Mussolini, le Duce, le chef des fascistes, faisait régner sur l'Italie une dictature souvent tempérée de bonhomie et parfois de folie, comme il se doit dans ce pays. Il avait développé l'industrie aéronautique italienne avec le groupe Fiat et quelques jeunes constructeurs ambitieux comme Gianni Caproni, trop en avance sur son temps quand il se lançait dans une sorte d'Airbus pour 100 passagers. Mussolini affectionne les grands coups, comme de faire étaler sur un même terrain 1000 avions. Un chiffre record. Mussolini peut compter sur un pilote et organisateur hors pair, Italo Balbo, qu'il va faire ministre de l'air et maréchal. Fasciste de la première heure, Balbo est un héros populaire. Il finit par faire de l'ombre à Mussolini. Hostile à l'alliance avec l'Allemagne, il sera abattu par la DCA italienne. En 1931 et 1933, Balbo organise 2 traversées de l'Atlantique par une escadrille d'hydravions Savoia Marchetti. On les voit ici survoler Rio de Janeiro, puis New York, comme à la parade. D'être ainsi à la portée d'une formation aérienne d'un allié de l'Allemagne, qui plus est commandée par un maréchal, donne à réfléchir aux militaires américains qui réclament des crédits. Ils n'ont qu'une maigre aviation de chasse démodée de Boeing P-26 et commencent seulement à construire des porte-avions où les pilotes manquent à l'évidence d'entraînement. C'est ainsi que la paix va s'achever. La paix, c'est un visage de femme, celui d'une aviatrice italienne, la marquise Carina Negroni, qui bat le record du monde d'altitude, 12 043 mètres. Lena Bernstein qui bat le record du monde de durée en volant seule 35 heures 46 minutes. Hélène Boucher qui bat tous les records de vitesse. Elles sont magnifiques. On voudrait les citer toutes. Jean Batten, la néo-zélandaise, surnommée la Greta Garbo du ciel, vole seule à 24 ans d'Angleterre en Australie sur un petit biplan. Elle avait appris le pilotage en donnant des leçons de piano et vendu le piano pour acheter l'avion. Il faut comprendre ce qu'exigeait un raid si long sur un avion si léger, ce qu'il fallait de force, de caractère et de science de la navigation. Et cela avec l'humilité des très grands, qui lui fait dire simplement à son arrivée en Australie: « Je suis heureuse d'être à Sydney cet après-midi. » How pleased and how thrilled I am to be with you here in Sydney this afternoon. Dans le registre opposé, Ruth Elder, mannequin puis starlet, se sert de l'aviation. Elle va échouer dans sa traversée de l'Atlantique, mais réussir à atteindre Hollywood. Ce qui est très significatif de l'époque. Être pilote, pour une femme, était devenir célèbre. Le destin tragique d'Amelia Earhart commence par présenter des analogies avec celui de Ruth Elder. Amelia se sert aussi de l'aviation et de sa popularité, mais c'est pour voler encore plus. Elle est amoureuse du ciel, pas des hommes. Celui qui réussit à l'épouser après des années de cours infructueuses est un éditeur new-yorkais, George Putnam. Il va devenir le soutien, le financier
l'impresario. Amelia Earhart fut la première femme à traverser l'Atlantique. D'abord comme passagère dans le trimoteur Fokker avec lequel l'amiral Byrd avait tenté de survoler le pôle Nord. L'avion avait beaucoup souffert de son remontage sur la banquise. Il avait été racheté d'occasion par Wilmer Stultz, qui refusa, même en état d'ébriété, de laisser les commandes à Amelia. D'où son air renfrogné à l'arrivée. En pleine prohibition, l'alcoolisme semble répandu chez les aviateurs. Amelia aura d'autres problèmes de ce genre avec ses équipiers. Elle se vengea superbement 2 ans plus tard avec la première traversée féminine de l'Atlantique. L'Angleterre lui réserve un accueil royal. Elle est aussitôt surnommée Lady Lindy, en référence à Lindbergh, auquel elle ressemble étonnamment. Un journaliste l'interroge sur les ennuis de moteur qu'elle a rencontrés. « Vous êtes-vous senti en danger ?» lui demande-t-il. « S'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais fait demi-tour, mais seul, je me sentais moins responsable. J'ai continué. » Trop célèbre, Amelia va se perdre en mondanité. Son ami Paul Mantz lui reproche de ne pas piloter assez. Elle court de conférences dans les universités en dîners de gala qui rapportent beaucoup d'argent pour financer un dernier grand coup, le tour du monde dans le sens ouest-est, d'Amérique en Europe, puis en Asie, au niveau de l'équateur, 40 000 kilomètres. Elle a un bon avion de la série des Lockheed, qui a déjà permis au milliardaire Howard Hughes d'établir un record de vitesse autour du monde. Amelia veut embarquer un navigateur, mais ils refusent tous, le pari leur semblant trop risqué. C'est finalement un type assez douteux, chassé d'une grande compagnie aérienne pour alcoolisme, Fred Noonan, qui va accepter. Pas le meilleur choix. Elle décolle le 1er juin 1937. Un dernier geste d'affection, peut-être d'adieu à son mari, et voici ses dernières images. Amelia pratique mal la radio, en un temps où l'on passe du morse à la phonie sans bien maîtriser les fréquences. Cela va peser lourd dans son destin. Ce qui est finalement dérisoire dans sa tentative, c'est que le progrès l'a rattrapée. Elle va croiser le Douglas DC-3, un avion qui fera date. Il va permettre l'essor des lignes aériennes en Amérique et en Europe. La route du Pacifique, elle, est déjà largement défrichée par les hydravions de transport de la Pan Am, les Clippers, sur lesquels aime voyager Lindbergh, ou les luxueux paquebots volants des Imperial Airways britanniques. L'ère de l'aviation commerciale s'est ouverte et la grande aventure des raids s'est refermée. Amelia ne l'a pas compris à temps. Elle a presque réussi son tour du monde. Elle a déjà parcouru plus de 30 000 kilomètres. Elle n'arrive pas à garder le contact radio. La dernière étape, la plus longue, au-dessus du Pacifique, est un cauchemar. Noonan est ivre la plupart du temps. Elle doit aussi faire elle-même la navigation, ce qui achève de l'épuiser. Elle se perd dans l'immensité de l'océan. On sait maintenant qu'à court d'essence, elle a réussi à se poser sur le récif de corail d'Anatole. Manque de chance, c'est une possession japonaise. Ils construisent des fortifications, préparent leur guerre en secret.
Il décapite Noonan, jette Amelia dans une infecte prison où elle meurt de dysenterie. Tous les porte-avions de l'US Navy la recherchent en vain. Pour eux, ce sera bientôt Pearl Harbor, l'attaque japonaise et l'enfer des kamikazes. Le 7 décembre 1941, le Japon, allié de l'Allemagne, avait attaqué les États-Unis. 3 ans après, le Japon est moribond, la flotte américaine à 100 km de ses côtes. Le commandement japonais tente de l'arrêter par une action désespérée, l'attaque suicide de toute son aviation. Les kamikazes, des étudiants. Bien peu sont volontaires. Ils sont sacrifiés à la folie des généraux japonais. Ils seront enfermés dans un cercueil d'acier avec leur cockpit boulonné et bien entendu, sans parachute. Une gorgée de saké et ils n'ont pas d'autre choix que de se lancer sur la flotte américaine. Nous ne pouvons pas ne pas associer le destin des kamikazes à celui des jeunes aviateurs alliés jetés eux aussi dans la fournaise de la guerre aérienne au-dessus du Pacifique ou de l'Allemagne de 1939 à 1945. Eux aussi étaient des étudiants. Ils avaient une vague idée d'une guerre très lointaine. Tout ce qu'ils en savaient, c'était par les dessins animés. Hitler pas content ou Superman qui sauve New York, sur lequel les espions japonais veulent précipiter un avion. Ce qui nous rappelle quelque chose. Un jour, à la sortie de l'université, ils ont trouvé des affiches. Engagez-vous dans l'aviation. Pourquoi pas ? Leurs idoles leur montrent l'exemple, comme Clark Gable qui vient de faire un malheur dans Autant en emporte le vent, ou James Stewart qui vient de triompher dans Monsieur Smith au Sénat. James Stewart va devenir pilote et participer à l'effort de recrutement en employant des arguments plutôt machistes. L'engagement dans l'Air Force va vous apporter un prestige irrésistible auprès des filles. Regardez celle-là. Elle est avec un type de l'infanterie, mais il n'a aucune chance. Dès qu'elle verra les ailes sur votre poitrine, elle fondra. Les meilleurs d'entre eux étaient devenus pilotes de chasse. Leur rêve. Les voici en Corse en 1944, filmés comme des vedettes par 2 metteurs en scène d'Hollywood, William Wyler et John Sturges. Des images uniques en Technicolor d'une base près de Bastia qui abrite 2 groupes de chasse. Un français, avec les fameuses escadrilles Lafayette à l'insigne à la tête de Sioux, et Cigogne qui décorait les avions de Guinmer ou de Fonck, et le 57e groupe américain dont l'emblème est un coq furieux. Ces jeunes pilotes français et américains friment comme il se doit. Ils sont fiers de voler sur le plus puissant chasseur, le P-47 Thunderbolt, la foudre. Il mérite son nom avec ses 8 mitrailleuses lourdes et ses bombes. Ils n'ont pas intérêt à vexer leurs mécanos.
un autre héros obscur et sans grade. Au décollage, les mécanos guident les pilotes qui ne voient rien devant eux avec leur gros moteur de 2500 chevaux. En bout de piste, les pilotes attendent le signal donné ce jour-là par un farceur de mauvais goût. Ils sont chargés de soutenir le front d'Italie et de préparer le débarquement de Provence. Tous les jours, ils partent mitrailler et bombarder les Allemands. Pas un seul convoi ne leur échappe. Les P-47 ont détruit 86 000 wagons, 9 000 locomotives et 6 000 avions ennemis. Au fur et à mesure de l'avance des Alliés vers l'Allemagne, les pertes dues à la terrible DCA allemande, la Flak, augmentent. Ce pilote français a réussi à rentrer. Mais la chance parfois les abandonne. Alors ils se retrouvent, Français et Américains mêlés, au bar de l'escadrille pour écouter un accordéoniste qui jouait dans une guinguette à Bab el-Oued avant la guerre. Tous les pilotes de toutes les guerres et de toutes les armées se retrouvent au bar de l'escadrille pour pleurer leurs copains morts et finir à la bière. Le lendemain, repos exceptionnel. On se réveille tard, on traîne interminablement. Les pilotes sont tous très soignés, comme Pierre Freinet dans La Grande Illusion qui lavait ses gants blancs avant d'affronter la mort. Les deux as de la base, l'américain et le français, se racontent leur victoire avec les gestes de la main qu'emploient tous les chasseurs du monde pour figurer les combats. Les autres se partagent entre les différents cultes et la baignade dans la rivière, le fiume alto, ou la plage où tout le monde est plus ou moins à poil. Tous pensent à la même chose, bien sûr. Un peu de brillantine, et hop, les Ray-Ban. C'est une invention de la guerre destinée, comme son nom l'indique, à bannir les rayons nocifs du soleil en altitude. Elles sont devenues un accessoire de séduction essentiel. Tout est prêt pour la chasse aux proies locales, rare dans ce pays de vendetta. Quand la France sera libérée, les occasions seront infiniment plus nombreuses pour les beaux aviateurs. La bataille dans le ciel continue. Ce que Pierre Klosterman, as des as de la chasse française, a appelé « le grand cirque » dans un livre qui a bouleversé des générations. Aujourd'hui, la mission est une escorte de B-17, les forteresses volantes sur l'Allemagne. Les bombardiers lourds volent très haut, laissant les traînées de condensation qui paraissent belles, mais que les pilotes n'apprécient pas. Elle les désigne à la Flak, avec ses canons de 88 à la précision redoutable. Ce jour-là, les B-17 attaquent une usine de carburant synthétique. La Luftwaffe est en l'air. Les mitrailleurs des B-17 sont aux aguets. Parmi eux, Clark Gable.
Les Messerschmitt et les Focke-Wulf attaquent de tous les côtés. La Flak et la chasse allemande vont abattre 45 000 appareils, un chiffre énorme, et tuer ou blesser 200 000 aviateurs alliés. Les As allemands ont des palmarès impressionnants, comme Bobby Hartmann, que l'on pourrait qualifier de plus grand pilote de chasse de l'histoire, puisqu'il aurait remporté 352 victoires. Il faut le voir, Hartmann, au début de 1945, recevant des mains de Hitler la plus haute décoration allemande. C'est une cérémonie quasi funèbre. L'armée rouge est à 100 km de Berlin. Les Alliés ont franchi le Rhin. Les as de la Luftwaffe ne peuvent plus empêcher l'Allemagne d'être réduite en cendres. Le siècle de l'aviation, c'est le siècle du bombardement. Les guerres doivent être gagnées par les bombardiers. C'est la théorie de Göring qui proclame en 1940 qu'il va détruire l'Angleterre comme il a détruit Varsovie. Il n'y parviendra pas. C'est aussi la théorie du général Harris, le patron du Bomber Command de la RAF et des grands chefs américains. Leur raid de 1000 bombardiers, jour et nuit, le tapis de bombes, tuent 2 millions de civils, détruisent des villes qui étaient des trésors d'art européens, et malgré cela, en 1944, les usines nazies produisaient 2 fois plus de chars, de sous-marins et d'avions qu'en 1940. Le bombardement ne semble pas donner les résultats escomptés. Les Américains ont dévasté le Vietnam avec autant de bombes que sur l'Allemagne pour en arriver à une défaite. Le vrai résultat, des malheureuses dans les ruines. Dans la guerre de 1939-1945, les femmes ont payé un prix fort. Leurs maris ou leurs fils sont morts au front. Elles ont trimé à leur place dans les usines. La simple histoire de l'une d'entre elles mérite d'être racontée. Fin 1944, en Angleterre, dans les usines Hawker qui produisaient le chasseur Tempest, une grève paralysa la production. Un cas unique en temps de guerre. Une femme refusa, seule, de faire grève. Son mari était pilote sur les avions qu'elle fabriquait. Ces avions ont été produits par dizaines de milliers. Il a d'ailleurs été très difficile d'arrêter les chaînes de montage du jour au lendemain à la fin de la guerre. Elles ont continué à produire des appareils neufs qui étaient immédiatement conduits à la casse. Gigantesque gaspillage, dont un autre exemple fut l'Hercules, l'hydravion géant transporteur de troupes inventé par Howard Hughes. Le milliardaire pilote avait couru toute sa vie après les records et les jolies femmes. C'était son chef-d'œuvre, le plus gros avion du monde, construit entièrement en sapin. Il arrive trop tard. Howard Hughes lui fait parcourir 1 kilomètre, son seul et unique vol. De ces milliers de bombardiers et de chasseurs, il ne reste aujourd'hui que quelques exemplaires dans les musées. Une poignée est maintenue en état de vol dans des collections comme celle de Jean Salis ou de la commémorative Air Force. Pour que l'on n'oublie pas les avions et les hommes. Les pilotes de la Luftwaffe ont droit aussi au souvenir. Celui-là vient de poser son Focke-Wulf 190D ultramoderne, alors qu'après lui va se rendre un vénérable Stuka, l'un de ces bombardiers en piqué qui avait terrorisé les fantassins et les réfugiés de 1940. Son pilote est le plus célèbre chasseur de chars. Il a été amputé des 2 jambes.
Il s'appelle Hans Ulrich Rudel. Il part en captivité avec ses prothèses. Ces hommes furent des tueurs parce que leurs chefs furent des monstres, comme ce Göring, ancien as de la guerre de 14, devenu maréchal nazi, maintenant prisonnier, bientôt condamné. Les pilotes de la Luftwaffe qu'il envoyait à la mort étaient des aigles, à peine sortis de l'enfance, comme Marseille, mort à 23 ans. À bord de ces avions de chasse soviétiques, il y eut aussi des pilotes français. Sur tous les fronts, des héros anonymes sont venus du monde entier pour nous sauver. Encore faudrait-il s'entendre sur le mot « héros ». Et ceux qui, dès la libération, remirent en marche l'aviation commerciale. Ne sont-ils pas, eux aussi, des héros? Les stewards, les hôtesses, les mécaniciens qui repartirent sur les avions d'avant-guerre dans les conditions les plus difficiles, pour montrer que l'aviation était aussi un moyen de gagner la paix. Ils ont remis le rêve en marche. Leur sourire invitait à toutes les aventures, surtout à bord du prestigieux vol régulier de nuit Paris-New York en constellation, si justement appelé Parisien spécial. Paris-New York en 17 heures. Paris-Saïgon en 35 heures. Paris-Rio en 29 heures. Ainsi, suivant la trace des Mermoz, des Saint-Exupéry, nos pilotes de ligne et leur équipage, sans gloire officielle, sans consécration tapageuse, s'attachent à servir chaque jour en silence. Ils perpétuent la tradition d'une race qui, dans l'histoire de l'aviation, écrivit un des chapitres les plus glorieux de la légende des ailes. Contact. Parez derrière. Merci. Tour d'Orly, à vous. Vous pouvez rouler. À vous. Mais le temps des hélices touchait à sa fin. En 1945, lorsqu'ils étaient entrés en Allemagne, les Alliés avaient enfin pu approcher, en remontant les autoroutes, orgueil du Reich défunt, d'étranges appareils. Les armes secrètes d'Hitler. Des avions à réaction, construits dans les forêts pour échapper aux bombardements. Les Messerschmitt 262, qui décollaient directement de ces autoroutes et filaient à 900 km/h. Bien plus vite que les meilleurs chasseurs alliés, qui les avaient parfois dans leur viseur sans pouvoir les rattraper. L'aventure de la réaction avait commencé dès la fin des années 30. Des essais avaient eu lieu en secret dans tous les pays, comme ici, en Italie, chez Caproni. L'air est compressé, du carburant injecté et enflammé. Une violente poussée propulse l'avion. Les Allemands avaient en 1945 des projets extraordinaires, reconstitués ici dans un jeu vidéo. Le premier objectif des Alliés fut la chasse aux spécialistes allemands de la réaction et des fusées, comme ceux qui avaient participé au programme V2. Les nazis avaient fabriqué pendant la guerre plus de 2000 de ces engins balistiques, les premiers du genre, qui transportaient 1 tonne d'explosifs et firent des ravages sur Londres et Anvers. Les Américains en transportèrent quelques exemplaires dans le désert de l'Arizona, sans chercher à camoufler leur origine. Ils avaient entre leurs mains le plus important responsable allemand de ces fusées, un véritable génie du mal, Werner von Braun, qui avait fait construire les V2 par les déportés dans les camps de la mort, comme le tunnel de Dora. Ce qui ne l'empêchera pas de parader aux côtés des présidents ou de faire l'ouverture des journaux télévisés quand il aura fait du V2 en 20 ans la fusée Saturne et réussi à l'envoyer sur la Lune.
Les Russes avaient capturé un nombre équivalent de savants allemands, sans doute les meilleurs, puisqu'ils permirent à l'URSS de prendre une avance certaine en lançant le premier satellite artificiel, Sputnik. Les Russes vont aussi transformer le V2 en Scud, le missile que l'on retrouvera jusqu'en Irak. Les Français, eux, s'étaient adjugés les techniciens de BMW qui fabriquèrent notre premier réacteur national, l'Attar. Il équipera le Mirage de Marcel Dassault, l'un des plus grands succès de l'industrie aéronautique française. Marcel Dassault. Il avait débuté pendant la guerre de 14 avec la fameuse hélice Éclair, celle de l'avion de Guinemer. Il s'appelait alors Marcel Bloch et les avions Bloch furent entre les deux guerres des appareils solides et performants. Chasseurs, bombardiers, avions de transport, ils avaient ce quelque chose de plus qu'on appelle l'avant sur son temps. C'était un personnage impressionnant et discret. Ces quelques images exceptionnelles de sa vie nous le montrent, effacé et souriant, alors qu'il règne sur l'aviation française. Mais la guerre s'abat sur cette famille, comme sur tant d'autres, et il est déporté. Il réussit à survivre au camp de la mort, mais en est marqué au point de changer son nom en Marcel Dassault. Son génie n'a pas été altéré. Il repart à zéro, et en quelques années, il donne à la France son premier avion de combat à réaction, l'Ouragan. Parmi ses pilotes, au centre d'essai en vol de Bretigny, il y avait, cas unique, une femme, Jacqueline Auriol. Un destin. Belle-fille du président de la République de l'époque, Vincent Auriol, sa passion, c'est l'aviation. Elle devient célèbre comme pilote de voltige. Avec maîtrise écran, Madame Paul Auriol effectue les difficiles figures des ballets aériens. Tonneau, looping, chandelle, vol sur le dos. Mais en 1949, un terrible accident dans un avion qu'elle ne pilote pas la défigure. Elle subit de multiples opérations et sort de cette épreuve encore plus déterminée. Elle veut devenir pilote d'essai. Marcel Dassault lui confie des prototypes inestimables, marque absolue de la reconnaissance professionnelle. Dès lors, elle ne veut qu'une seule chose, voir son nom sur le tableau des missions. On la voit souvent aux actualités du monde entier. Elle reçoit des mains du président Truman la plus haute distinction aéronautique, le Harmon Trophy, que méritera aussi sa rivale, Jacqueline Cochrane. Ce fut un moment très étonnant de l'histoire de l'aviation qui fut appelée la guerre des Jacquelines. Jacqueline Cochrane commence plus tôt. Elle remporte le Bendix Trophy, un record de vitesse, dès 1938. Pendant le deuxième conflit mondial, elle organise le service des femmes pilotes. Chaque fois que Jacqueline Cochrane bat un record, Jacqueline Auriol le reprend, ou l'inverse. Des mains de femmes qui aiment les fleurs et la musique. Et qui est aussi une maîtresse de maison accomplie. Une grande passion calme, l'eau, qui permet parfois d'oublier la grande passion du ciel, où le pilote d'essai Jacqueline Auriol avait déjà rencontré le drame. Être pilote d'essai dans les années 50, un métier très dangereux. En fait, les ingénieurs ne savaient pas grand-chose. Les ordinateurs n'existaient pas, ils tâtonnaient. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ça tombe. C'est dur pour le pilote, pour sa veuve et ses orphelins. La grande inconnue, c'était ce que l'on appelait avec crainte le mur du son. Les avions avaient tendance à se désintégrer quand ils approchaient de la vitesse du son, 1225 km/h. Pour comprendre et surmonter le phénomène, les Américains construisent un avion-fusée expérimental, le X-1, dessiné d'après la balle de mitrailleuse 12-7 qui sort du canon à vitesse supersonique. Le pilote du X-1 est le capitaine Charles Yeager, que ses copains appellent Chuck. C'est le premier pilote d'essai qui devient un héros. Un film l'immortalisera,
qui s'appelle justement « L'étoffe des héros », une saga des débuts de l'ère spatiale. Chuck Yeager était pilote de chasse pendant la guerre. Il avait abattu une douzaine d'avions ennemis avant d'être lui-même descendu. Il avait été sauvé par la résistance que l'on voit ici remettre en août 1944 aux Américains, leurs aviateurs sortis de leur cachette avec leurs vêtements civils et des souvenirs parfois inattendus. Dans toute l'Europe occupée, ces filières ont sauvé des milliers d'aviateurs alliés. Le 14 octobre 1947, un bombardier B-29 emporte le X-1 qui ne peut décoller par ses propres moyens. Chuck Yeager s'installe dans le X-1 pendant le vol. Il souffre. La veille, il a fait une bringue qui s'est terminée par une chevauchée dans le désert. Il s'est cassé 2 côtes. Il s'installe péniblement dans l'habitacle exigu de son avion. Il part pour l'inconnu, en se disant que ça ne peut pas être pire. 3, 2, 1, drop. Il plonge vers la terre, allume ses fusées et passe le mur du son pour la première fois de l'histoire. Au sol, on entend comme un bruit d'explosion. C'est le double bang sonique provoqué par une onde de choc autour de l'avion. Cet exploit va provoquer une sorte de panique chez les militaires des grands pays. Il faut passer au plus vite ce mur du son, sinon c'est avouer son infériorité. Chuck Yeager, devenu expert du vol supersonique, vient en France essayer le Dassault Mystère, qui passe Mach 1 à son tour. L'équivalent soviétique, c'est le MiG-15. Chuck Yeager va en essayer un exemplaire capturé pendant la guerre de Corée. Les MiG, pilotés le plus souvent par des Russes, affrontent les F-86 Sabre dans ses premiers combats entre avions à réaction. La Corée, une guerre qui nous a laissé des images terribles. À bord du porte-avions Oriskany, un caméraman de l'US Navy, Thomas McGraw, va filmer sa propre mort. Un corsaire rentre avec une bombe encore accrochée. Elle se détache et va le tuer. La Corée est l'un des conflits localisés de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Staline et ses successeurs rêvent de bombes atomiques toujours plus puissantes que les bombes américaines, jusqu'à fabriquer des monstres mégatoniques camouflés derrière ces tentures. C'était le temps des essais nucléaires dans l'atmosphère. Pauvre planète. La guerre froide n'a pas dégénéré en guerre mondiale parce que chacune des deux superpuissances ne pouvait attaquer l'autre sans disparaître à son tour. Cet équilibre de la terreur nous a permis de vivre une paix sans cesse troublée, mais une paix tout de même, pendant laquelle l'aviation commerciale a prospéré. Le premier avion de transport à réaction vraiment réussi est en 1955, Caravelle. Une idée simple et géniale copiée dans le monde entier. Des réacteurs à l'arrière du fuselage. Mais le plus grand progrès de l'histoire de l'aviation aura sans doute été le Boeing 707, inauguré ici par William Boeing et son épouse.
Quel chemin